Dimtana stanzule la freddescura, addonavoten trase vosole, addonavoten trase vosole. Che bola di sta malincunia, per non vede più a Napoli, per non vede più a te. Au moment où, dans notre ville, à proximité de l'abbaye de Saint-Victor, on vient de mettre à jour une carrière antique du 5e siècle avant notre ère, et où le combat engagé pour sauver et valoriser ce patrimoine exceptionnel et méconnu, c'est une véritable opportunité de sortir le film vidéo que vous allez découvrir sur le berceau historique phocéen, avant le dynamitage de 1943. Film raconté par Michel Ficetola et réalisé par Jacques Mouton, tous deux membres du comité du Vieux-Marseille, Jacques étant le responsable de la commission Images. Il est opportun de se rappeler que les barbares sont toujours parmi nous. Il est opportun de se souvenir qu'au-delà du drame humain en janvier-février 1943, ce fut aussi un drame patrimonial. En début 1943, 20 000 habitants de la partie littorale des vieux quartiers, entre les abords de l'église Saint-Laurent et de l'hôtel de ville, furent expulsés manu militari, dont 12 000 transférés au camp de Fréjus et 800 déportés en Allemagne. Mais il ne faut pas oublier non plus le drame patrimonial provoqué par l'opération Sultan, exécutée par les Allemands, de concert avec le gouvernement de Vichy en février 1943. À coups d'explosifs furent réduits à l'état de ruine 1500 immeubles et hôtels particuliers du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, dressés sur 14 hectares. Ainsi, la première étape du plan d'urbanisme pensé et commandé par les autorités françaises à l'architecte Eugène Baudouin fut concrétisée de la plus cruelle des façons. Michel Ficetola relate ces événements tragiques du début de l'année 1943 et, en connaisseur de l'apport des Italiens et des Napolitains, en particulier à la vie sociale, aux coutumes et même au parler de notre ville, il présente, avec des détails souvent savoureux, l'histoire d'un quartier disparu, à travers ses personnages typiques, ses lieux et monuments emblématiques. À titre personnel, j'ai vraiment apprécié l'histoire de cette petite Naples marseillaise, parce qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai travaillé et effectué de longs séjours à Naples en tant qu'expert pour la mise en place du parc national du Vésuve. Grâce à mes amis napolitains, j'ai pu m'immerger dans cette cité fascinante, aux multiples facettes et au patrimoine considérable. Et c'est à eux que j'ai pensé en premier, en visionnant le documentaire que je vous invite maintenant à découvrir, pour ne jamais oublier. Tous les Marseillais s'accordent à dire, à juste titre, que la partie de leur ville située à l'entrée du Vieux-Port, sur la rive nord, côté Fort Saint-Jean pour être précis, constitue le berceau historique de Marseille. Cette zone géographique hautement symbolique est dénommée communément les Vieux Quartiers, le Vieux Marseille ou encore la Vieille Ville. Et les profanes affirment que le Panier est le berceau historique phocéen. En réalité, les Vieux Quartiers marseillais, situés sur la rive nord du Vieux-Port, ont été principalement composés de deux parties bien distinctes. La vieille ville dite haute, où se trouve précisément le Panier, et la vieille ville dite basse, symbolisée par le quartier Saint-Jean et ses habitants, les Saint-Janinques. Elle s'étendait du Fort Saint-Jean aux abords de l'hôtel de ville, en passant par l'église Saint-Laurent, située à un endroit stratégique, un promontoire permettant d'avoir sous contrôle l'entrée du port. La limite entre les deux vieilles villes se situant sur l'emplacement de l'actuelle rue Caisserie. C'est bien sur la butte Saint-Laurent et sous la butte du Panier, dans la vieille ville basse, que les premiers Marseillais, les Massaliotes, ont vécu à l'abri
comme le confirme l'historien André Bouyala d'Arnaud dans son livre de référence « Évocation du Vieux Marseille » 1959. Une situation privilégiée pour les négociants qui pouvaient contrôler au plus près les arrivées et les départs des marchandises. Aussi, la vieille ville basse devint le fief de l'aristocratie marchande qui y fit construire de beaux hôtels particuliers entre les XVIe et XVIIIe siècles, avant de les délaisser. Dans ce contexte, la partie littorale des vieux quartiers phocéens se délabra et se paupérisa, et à partir du milieu du XIXe siècle, elle commença à attirer ce que les sociologues appellent les migrants économiques, principalement des Italiens et majoritairement des Napolitains, qui étaient surtout pêcheurs, comme la plupart des premiers massaliotes. Au début de l'année 1943, c'est justement la vieille ville basse, dans le berceau historique phocéen, surnommée la Petite Naples, qui fut vidée manu militari de ses 20 000 habitants et dynamitée par l'occupant nazi de concert avec ses collaborateurs. À partir du milieu du XIXe siècle, succédant aux Génois, les Napolitains commencèrent à arriver en masse dans le quartier portuaire Saint-Jean. Parce qu'ils affectionnaient la famille nombreuse, ils s'y multiplièrent rapidement, au point de supplanter dès la fin du XIXe siècle les autochtones dénommés les Saint-Janinques traditionnels, des Marseillais pure souche, les moutons, les marchands, les hospitaliers. Cette situation irritait une certaine frange de Marseillais qui n'hésitaient pas à comparer cette présence massive des Napolitains à une véritable invasion. Sur leurs affiches électorales des années 1890, des hommes politiques locaux tels Maximilien Carnot ont même appelé la population marseillaise à protester en parlant d'envahissement. De sources officielles, nous savons qu'en 1906, sur 20 000 habitants recensés autour du Vieux-Port, on comptait 13 000 Italiens, surnommés Babi, crapauds en provençal, dont 10 000 Napolitains appelés Nabos, déformation de l'abréviation Napo, influencée par le substantif Nabo. Face à ces chiffres, en 1907, Louis Bertrand a publié L'Invasion. Il s'est fait ainsi le porte-parole des Marseillais qui se sentaient réellement envahis par les Napolitains. À cause du rejet systématique du migrant venant du Mezzogiorno, le Midi italien, s'est opéré un repli communautaire. Parce que dès la moitié du XIXe siècle, on vivait à la napolitaine à Saint-Jean, dans le respect des traditions importées de la cité parthénopéenne, le quartier a été dénommé de façon apparemment sympathique la Petite Naples. En vérité, il était considéré comme un véritable ghetto. Malgré des conditions de vie somme toute précaires, les Saint-Janinques semblaient heureux de vivre dans la Petite Naples phocéenne, comme le confirme Carpita dans son autobiographie. Je cite « Saint-Jean était un quartier complètement ouvrier, vraiment pauvre, mais où il y avait la joie de vivre, comme à Naples. La communauté napolitaine fut tellement nombreuse et influente qu'en 1935 fut élu maire de Marseille un fils de Nabo Saint-Janinque, Henri Tassot. Fondée par les Grecs et conquise par les Romains, entre mer et collines ensoleillées, Marseille et Naples se sont toujours ressemblés à différents niveaux. On n'est donc pas surpris que le vieux Marseille et le vieux Naples ne puissent être différenciés en consultant des cartes postales d'époque qui ne sont pas légendées. De fait, on y voit les mêmes rues étroites et sombres, avec des immeubles vétustes, laissant apparaître du linge étendu aux fenêtres. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Horace Bertin aimait à évoquer dans ses écrits ces rues et habitations qu'il qualifiait de façon particulièrement imagée de maisons culottées. C'est dans ce secteur de la Petite Naples phocéenne, au fameux lavoir de la rue Fontaine-Saint-Laurent, qu'était lavé le linge des maisons culottées du quartier Saint-Jean. On ne peut remettre en cause le fait que les rues à la napolitaine de la vieille ville basse étaient dégradées. Cependant, une chose est incontestable,
S'il y avait autant de linge étendu aux fenêtres, c'est bien parce que les habitants des maisons culottées étaient des gens propres. Malheureusement, ils furent marginalisés et réduits au rang de laissés pour compte par les pouvoirs publics, qui dès le début du XXe siècle envisageaient déjà l'idée de raser le quartier Saint-Jean plutôt que de le réhabiliter en apportant les améliorations les plus basiques. En février 1942, le journal L'Illustration mit en lumière la décision de Pétain de détruire les maisons culottées du vieux Marseille, avec la mise en œuvre du plan Baudouin, du nom de l'architecte Eugène Baudouin. Ainsi, pendant des décennies, les habitants des maisons culottées ont été contraints de vivre dans des rues mal entretenues, mal ou pas éclairées, sans tout à l'égout, et dans des immeubles qui avaient au mieux un cabinet pour des dizaines de résidents, situés au rez-de-chaussée. Dans la petite Naples phocéenne, passait encore une citerne tirée par un cheval ou un mulet, le torpilleur, qui recueillait le contenu des tinettes. Le Fort Saint-Jean est à Marseille ce que le Castel dell'Ovo est à Naples, une forteresse massive sur la mer, semblant imprenable et devenant ainsi un symbole protecteur et forcément rassurant. C'est parce que le Fort Saint-Jean leur rappelait le Castel dell'Ovo que les premiers pêcheurs napolitains venus de l'île de Procida, située au large de la cité parthénopéenne, se sont sentis véritablement chez eux autour du vieux port phocéen. D'ailleurs, les immigrés procédant du XIXe siècle appelaient le Fort Saint-Jean au Castiel, le château en napolitain, en référence au château de l'œuf parthénopéen. Le Fort Saint-Jean a toujours fait la fierté des Saint-Janinques, car il n'a jamais cessé d'avoir la cote auprès de Marseillais de renom, qui l'ont même défini comme le monument phocéen de référence, à l'image de l'historien Raoul Busquet. Les deux monuments symboliques du Fort Saint-Jean sont ces deux tours, l'une de forme carrée, datant du XVe siècle, la tour du roi René, appelée à l'origine Tour Saint-Jean, et l'autre de forme arrondie, datant du XVIIe siècle, la tour du Fanal. À la fin des années 1660, sous le règne de Louis XIV et sous l'autorité de Vauban, le Fort Saint-Jean devint une véritable citadelle, faite autant pour dissuader l'ennemi venu de la mer que le peuple marseillais hostile au pouvoir royal. C'est alors que la commanderie des Hospitaliers avec son hôtel du commandeur, son église et son cimetière furent rasés et les pierres de leurs murs récupérées pour construire de nouveaux ouvrages fortifiés. Des casernements d'un côté et des geôles sécurisées de l'autre, utilisées jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, période où les Allemands firent du fort un haut lieu de stockage de munitions et d'explosifs. Sur les cartes du début du XXe siècle, on peut bien se rendre compte qu'à cette époque, le Fort Saint-Jean était encore une véritable île. Il était séparé de la terre ferme, côté est, par le canal Saint-Jean, percé sous la butte Saint-Laurent entre 1844 et 1854. Comme la voie charretière qui le bordait, ce canal, déjà comblé en 1939, était destiné à faciliter le commerce en reliant le vieux port au bassin de la Joliette. Niché derrière le Fort Saint-Jean côté nord, en contrebas de la butte Saint-Laurent, se trouvait un endroit particulièrement sympathique, appelé les Pierres Plates. Faisant face à la mer, c'était en vérité un rivage formé de rochers relativement plats, d'où son appellation. Ces rochers ont été rapportés pour protéger le muret du canal Saint-Jean. C'était un lieu très prisé, avant tout par les habitants des vieux quartiers, car il leur procurait une sorte d'échappatoire. Pour eux, qui vivaient principalement dans des habitations vétustes dressées dans des ruelles des plus étroites, les Pierres Plates leur fournissaient le moyen de se donner un peu d'air, au sens premier de l'expression. Les sociologues d'aujourd'hui diraient que les Pierres Plates étaient la plage publique par excellence, où le peuple marseillais, pris dans toute sa diversité, pouvait accéder librement et gratuitement.
Les pierres plates étaient fréquentées toute l'année. Au printemps et à l'automne, c'était le paradis des pêcheurs amateurs. En hiver, il devenait le lieu de prédilection des chercheurs de crabes et crustacés. Et puis, en été, c'était vraiment la grande affluence. Le matin et l'après-midi, hommes et enfants s'adonnaient principalement au plaisir de la baignade. Ils côtoyaient les ramasseurs d'arapèdes, les gratte-plages. Après la mise à sac de Marseille par les Sarrasins en 838, l'évêque Babon fit construire sur l'actuelle butte Saint-Laurent, qui s'étendait jusqu'à l'emplacement actuel du fort Saint-Jean, selon le principe du castrum, une forteresse, le château Babon. Dans cette enceinte, côté mer, fut érigée la tour Maubert, dite Tourette, petite tour, une appellation qui donna le nom de Tourette au quartier situé sur le promontoire faisant face à l'entrée du port et complètement détruit comme Saint-Jean en février 1943. Jusqu'alors avait plané sur cette façade maritime la présence du Chevalier Rose qui, durant la peste de 1720, transporta des cadavres des pestiférés marseillais dans les caveaux des anciens bastions de la Tourette, emplacement où fut édifié un monument en son honneur. S'il pouvait exister des rivalités et même parfois de l'animosité entre les habitants des différents quartiers de la vieille ville, ceux de la Tourette et de Saint-Jean vivaient en bonne entente. Entre les Saint-Jeanninques et leurs voisins de la Tourette, il n'y avait donc point de querelle de clocher, puisque dès le XIIIe siècle, ils avaient été rattachés à la même paroisse, Saint-Laurent. Et précisément dans l'église Saint-Laurent, édifiée dès le XIIe siècle, qu'ils se retrouvaient pour partager ensemble la même ferveur religieuse lors de la messe dominicale et des nombreuses fêtes qui, pour certaines, donnaient lieu à des processions. La plupart du temps, la vaste esplanade de la Tourette était partagée par des pêcheurs. Ils venaient réparer leurs filets, ramander, ou alors les faire sécher après la teinture, tinge. On y trouvait aussi des artisans voiliers et des cordiers. Ainsi, cette esplanade se présentait comme un immense atelier à ciel ouvert, naturellement destiné à des artisans soucieux de perpétuer des activités traditionnelles nécessitant beaucoup d'espace pour les exercer. L'église Saint-Laurent trône depuis le XIIe siècle au sommet de la butte du même nom. Dédiée à Saint-Laurent, martyr du IIIe siècle, qui a distribué des richesses de l'église aux pauvres. Bien en vue à l'entrée du port, elle est située sur un emplacement stratégique qui, dès l'Antiquité, a certainement accueilli un temple grec, avant de devenir au IXe siècle le château Babon. D'ailleurs, encore au XIIIe siècle, l'église Saint-Laurent était dénommée officiellement église Saint-Laurent du château Babon. Époque où elle a été reconstruite avec une architecture dépouillée de style romano-provençal et érigée en paroisse. Dès son origine, elle a été l'église des pêcheurs de Saint-Jean, regroupée au sein de la plus ancienne et influente corporation marseillaise. Leur vierge était Notre-Dame étoile de la mer, dite Maria Stella. Elle était fêtée le 2 juillet. Dès la fin du XIXe siècle, avec l'arrivée massive de pêcheurs venus de la région de Naples, l'église Saint-Laurent était italianisée. De nouvelles fêtes religieuses, importées du sud de la Botte, figuraient déjà en bonne place dans le calendrier de la paroisse, comme la Saint-Michel, instituée par les Procidents et célébrée le 29 septembre. Un peu plus tard, dans les années 1920, c'est l'influente communauté sperlongane qui, autour du 10 novembre, commença à organiser les festivités de la Saint-Léon. Malgré tout, le rituel qui est le plus joliment ancré dans la mémoire collective des Marseillais, attachés aux traditions d'antan, c'est bien la fameuse offrande du poisson à l'enfant Jésus, mise en scène dans l'église de Saint-Laurent, à côté de la traditionnelle crèche provençale, la veille de Noël.
Les patrons pêcheurs d'origine napolitaine comme les Scott ou les Stent avaient à cœur de faire admirer leurs plus belles prises aux très nombreux publics, avant de les offrir à l'orphelinat de la rue Vincent-Leblanc. Ainsi, à Saint-Laurent, religiosité rimait avec solidarité. Comme le pont transbordeur, inauguré le 25 décembre 1905, a toujours eu la cote auprès de la majorité des Marseillais et des touristes, qui le définissaient comme la porte de la France, les éditeurs et les publicitaires ne se sont pas privés de le reproduire dans ses moindres détails et sous tous les angles, et de le faire figurer sur tous les supports possibles. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que des cartes postales ont été éditées jusqu'au tout dernier moment, où, après le dynamitage de son pylône nord par les Allemands pour raisons stratégiques, 1944, il avait une allure pour le moins insolite, avec son seul pylône sud et une partie de son tablier soutenu par des câbles détruits en 1945 par le service des ponts et chaussées. Ainsi, le pont transbordeur de l'ingénieur Arnaudin, même dans un piteux état, n'a jamais été un ouvrage anodin. Érigée à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, la Tour Eiffel a bien évidemment été la référence pour Arnaudin, au moment de finaliser sur le papier son projet marseillais. D'ailleurs, beaucoup de Marseillais n'hésitaient pas à dire que le pont transbordeur était leur Tour Eiffel. C'est en se rendant sur place du côté du Fort Saint-Jean ou sur l'autre rive, en contrebas du Fort Saint-Nicolas, qu'on peut réellement se rendre compte du gigantisme du pont transbordeur. Formé principalement de deux pylônes de 86 mètres de hauteur, espacés de 165 mètres et reliés par un tablier de 242 mètres. La nacelle, qui pouvait contenir entre 200 et 300 passagers, se trouvait à 2 mètres au-dessus de l'eau. Par coutume, comme tous les ports méditerranéens, Marseille n'a pas dérogé à la règle, en abritant de tout temps la traite des Blanches. Et aucune mesure prise ponctuellement ne put la faire cesser, ni même régresser dans le centre-ville phocéen. Au bonheur des marins de passage, qui formaient jadis le plus important contingent de clients. En 1878, 5 ans après la décision de fermeture des maisons closes du quartier de l'Opéra, le règlement général du service des mœurs de Marseille fut édicté et spécifia notamment, je cite, « Aucune maison publique ne pourra être tolérée ailleurs que dans le périmètre compris entre la rue de la Reynarde à l'est, la rue Radeau à l'ouest, les rues de la Loge et Lancerie au sud, la rue Caisserie au nord. » Toutes les prostituées furent contraintes d'habiter dans ce secteur bien défini. Il était donc situé aux abords de la mairie, où il y avait le fameux service antiseptique, comme à la rue du Radeau. Les filles inscrites au registre de police devaient s'y rendre hebdomadairement. À cette époque, on en comptait plus de 3000. Ainsi, le quartier réservé fut un ghetto dans le ghetto au sein de la petite Naples phocéenne, réduisant les prostituées au confinement le plus restrictif. À l'extérieur des maisons closes, des filles faisaient le trottoir en pratiquant un racolage outrancier, un comportement prescrit par la loi, mais toléré. Dans ce contexte, celles qui étaient appelées filles de joie étaient en vérité de pauvres filles qui se prostituaient pour survivre. Parmi elles, il y avait également des travestis. Aussi, dans un secteur nécessitant à l'évidence une réhabilitation, le quartier réservé ne fit qu'ajouter de la misère à la misère, même si pour certains, il représentait une attraction touristique. Dans l'Antiquité, au moment de la fondation de Marseille, l'emplacement sur lequel se trouve l'hôtel de ville était submergé par les eaux du port.
Au XIIIe siècle, grâce aux aménagements successifs des quais de la rive nord, c'est bien à cet endroit central du Vieux-Port que fut construite une maison de ville qui devint la loge, où il y avait collusion entre pouvoir politique et commercial. Au XVIIe siècle, en 1653, précisément au moment où s'acheva la Seconde Fronde en France, révolte contre la royauté initiée en 1650, le conseil municipal phocéen vota en faveur de la construction d'un nouvel édifice de la maison de ville qui fut inauguré en 1673. Comme en 1650, les administrations de la municipalité et du commerce furent séparées, elles se partagèrent les deux plans de la toute nouvelle maison de ville, qui n'ont jamais communiqué de l'intérieur. Ainsi, la maison de ville faisait office d'hôtel de ville et de chambre de commerce, jusqu'au moment où cette dernière déménagea sur la place d'Aix, 1841, et investit ensuite l'imposant palais de la Bourse, inauguré en 1860. Construit sur la rive nord du Vieux-Port, selon le joli style baroque provençal, l'hôtel de ville devait contrebalancer l'hôtel de l'intendant des Galères, situé sur l'autre rive du port, aux abords du début de l'actuel quai de Rive-Neuve, et appelé communément Maison du Roi par les Marseillais, puisque symbolisant le pouvoir royal. Dans ces conditions, les représentants de l'autorité municipale tentèrent bien d'établir un bras de fer qui, bien évidemment, ne pouvait être que très déséquilibré. Pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment des événements tragiques du début de l'année 1943, le plus haut représentant de la ville de Marseille, l'administrateur exceptionnel Pierre Barrault, ne put à son tour qu'adopter une posture de soumission face aux prétentions de l'occupant nazi et ses collaborateurs, exposés lors de réunions à l'hôtel de ville. Grâce à la forte activité du port, l'économie phocéenne fut florissante et engendra beaucoup d'emplois, ne nécessitant pas une main-d'œuvre hautement qualifiée. Dans ce contexte, on eut besoin d'un grand nombre de portefaix, appelés jadis camballeurs en parler marseillais, et hommes de peine, tant leur profession, exercée à la seule force des bras, était pénible à assumer, par tous les temps et pour un salaire modeste. Parmi les portefaix, il y avait des étrangers. On comptait une majorité de piémontais, hommes robustes et volontaires qui ne rechignaient pas à la tâche. De plus, ils acceptaient les rémunérations les plus basses, faisant chuter les tarifs horaires établis. Cette situation irritait fortement les portefaix français dits réguliers, qui pour la plupart travaillaient sur les quais depuis des générations. Si dès le début du XXe siècle, les portefaix italiens réussirent à se hisser au même niveau que les portefaix français, il en fut tout autrement pour les italiennes, embauchées sur les quais du port pour trier et porter des produits dits fins, comme les fruits et légumes ou le poisson, qui étaient dénommés porteiris en provençal et porteris en parler marseillais. Parmi ces porteuses, on retrouvait des femmes de portefaix piémontais ou de pêcheurs napolitains. Mais la majorité d'entre elles étaient génoises. Longtemps considérées comme de simples auxiliaires de portefaix, avant d'acquérir un statut officiel d'occasionnel en 1947, les porteris furent des figures incontournables du Marseille d'antan, représentées sur les cartes postales d'époque avec leurs banastes sur la tête. Dès la fin du XIXe siècle, les poissonnières napolitaines furent majoritaires autour du Vieux-Port. Celles qui n'étaient pas naturalisées ne pouvaient prétendre vendre du poisson dans les halles marseillaises, dont la fameuse poissonnerie vieille des vieux quartiers. Elles étaient ainsi contraintes de sillonner les rues de Marseille, avec leur encombrante balance romaine accrochée à la taille et leurs lourdes banastes remplies de poissons frais qu'elles avaient triés et lavés sur les quais du port très tôt le matin. Pour une frange de Marseillais, le métier de poissonnière a toujours été dégradant. C'est pourquoi, jadis, la poissonnière fut appelée pêchaillole.
Même si ce nom signifie tout simplement poissonnière en napolitain, il eut à Marseille une connotation très péjorative. En fait, pour certains, la péchaïole n'était qu'une femme vulgaire. En vérité, la poissonnière était obligée de se faire respecter et de s'imposer sur la place publique phocéenne dans une société complètement machiste. Dans Marseille, la napolitaine, Anna Lubrano di Sbaraglione, dite Nana, qui a 87 ans, fait la poissonnière depuis 7 décennies et qui est considérée comme la reine des poissonnières marseillaises, a témoigné et donné une image valorisante de la plupart des poissonnières napolitaines et marseillo-napolitaines d'autrefois. Je cite: « Dans les vieux quartiers, les gens avaient bon cœur. C'est pour cette raison que sur le quai, la poissonnière a toujours essayé d'arranger les mères de famille dans le besoin. En fin de matinée, quand les affaires avaient bien marché, on leur faisait carrément cadeau le poisson. » Ainsi, sur le quai de la Fraternité, la majorité des poissonnières d'antan ont toujours intégré l'altruisme dans leurs affaires commerciales. Comme c'est bien mis en lumière dans Les pêcheurs du Vieux-Port, Fêtes et traditions d'Anne Sportiello, jusqu'à sa disparition en 1943, Saint-Jean a rayonné au gré des fêtes religieuses organisées par les pêcheurs, en commençant par la Saint-Pierre, célébrée le 29 juin en l'honneur du patron de leur corporation. C'est précisément à la Saint-Pierre qu'avait lieu jadis le plus beau tournoi de joutes nautiques, la Targue, dans le port de Marseille. Le pêcheur Saint-Janinck, vénérant le saint protecteur de sa corporation et étant attaché aux traditions locales, il eut à cœur de perpétuer le type de pêche ancestrale, dénommé précisément le métier de Saint-Pierre, la fameuse pêche à l'essaug, qui aurait été importée par les Grecs au moment de la fondation de Marseille. Dès la fin du XIXe siècle, l'écrasante majorité des pêcheurs de Saint-Jean étaient d'origine napolitaine. D'emblée, les pêcheurs napolitains furent assez mal accueillis par les autochtones, traités de cons à la velle, parce qu'ils arrivaient à Marseille à la voile, et en italien on dit con la vela, et vécurent dans des conditions précaires, avant de s'élever socialement et devenir influents en acquérant la nationalité française, qui leur permit de devenir patrons pêcheurs, comme par exemple les membres des familles Scotto, Guaracino, Ciaramaglia, Colandrea ou encore Bianco, dont est issu Jean-Claude, qui en 1998 a repêché la gourmette de Saint-Exupéry au large de Marseille. Mais s'il ne fallait mettre en lumière qu'une seule famille de pescatori, ce serait celle de Lubrano di Sbaraglione, représentée par les frères Michel et Robert, les derniers pêcheurs d'essaug de Marseille. Dans la précieuse gazette paroissiale L'Étoile de la Mer, l'abbé Caillol, curé de Saint-Laurent durant la Seconde Guerre mondiale, écrit « Dans notre paroisse pullulaient les enfants et les familles nombreuses. » Février 1943. Et si le nombre de nabots a décuplé rapidement dans le berceau historique de la cité phocéenne, c'est parce qu'à Saint-Jean, il n'était pas rare de rencontrer des fratries de plus de 10 frères et sœurs, comme ce fut le cas des Rodriguez di Napoli, qui au début du XXe siècle comptait 14 enfants, comme l'a souligné Gilles Castagno, petit-fils de Giovanna Rodriguez di Napoli, l'aîné de la fratrie. Fin XIXe siècle et début XXe, la plupart de ces familles nombreuses de la vieille ville basse vivaient dans des conditions difficiles, dans des appartements vétustes, où elles étaient à l'étroit, et les enfants se sentaient mieux dans la rue que chez eux. On retrouvait ainsi des ribambelles de jeunes garçons autour du Vieux-Port, qui étaient livrés à eux-mêmes. Pour beaucoup de ces enfants, il n'était pas question d'aller à l'école, il fallait apporter sa contribution personnelle pour assurer le minimum vital à la famille. Tous les petits métiers de notre temps étaient bons à prendre. Cireurs ou décrotteurs, ramasseurs de mégots, camelots, tondeurs de chiens et d'ânes. Beaucoup d'enfants de la rue faisaient les poubelles, et ils étaient surnommés par certains cambordilles, qui signifie chien de la poubelle au sens propre et bâtard au sens figuré. Parmi eux,
il y avait justement des petits bâtards, bastardons, dont les mères étaient des prostituées du quartier réservé. Et pour certains Marseillais, ils ne pouvaient être destinés qu'à devenir des voyous de Saint-Jean, des Apaches. En octobre 1942, l'académicien Louis Gillet décrivit ainsi la vieille ville basse phocéenne. Je cite, « Sous les collines des Accoules, entre l'hôtel de ville et la Major, gît un des cloaques les plus impurs où s'amassent l'écume de la Méditerranée. C'est l'empire du péché et de la mort. Ces quartiers jadis patriciens, abandonnés à la canaille. Il qualifiait de canaille une petite minorité visible de sans-janinques, les voyous qui sévissaient sur la rive nord du Vieux-Port. Le voyou est dénommé nervi en provençal et par les Marseillais. Quant au malfrat des vieux quartiers, il était surnommé Apache, en référence à la redoutable bande organisée du Marseille d'antan, connue sous l'appellation Bande des Apaches de Saint-Jean. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, la mafia marseillaise, le mi-temps, était dirigée par les Siamois des vieux quartiers, le Napolitain Spirito, dit le Beauficelle, et le Corse Carbone, dit Polo. Cette situation fit dire à l'administrateur exceptionnel de Marseille, Pierre Barrault, au moment du dynamitage de Saint-Jean en février 1943, « Le Vieux-Port doit sa destruction à sa mauvaise réputation ». À en croire le porte-parole des nazis, Auberg, dans son fameux communiqué de la mi-janvier 1943, la vieille ville basse a été détruite pour épurer Marseille de ses voyous et assurer la sécurité aux Marseillais. À l'évidence, cette justification ne tient pas, puisque les voyous marseillais n'étaient bien évidemment pas tous concentrés à Saint-Jean. Chaque quartier populaire marseillais d'antan avait sa bande mafieuse, comme voulut le souligner Pierre Barrault. Et puis, le duo Spirito-Carbone et ses hommes de main agissaient sous la protection du sulfureux homme politique d'origine corse Simon Sabiani, qui par son choix d'adhérer au camp des doriotistes, collaborait avec les Allemands durant les événements de 1943. Dans son autobiographie, Carpita, qui a fait partie des victimes de l'opération Sultan, a commenté « Oui, on a toujours parlé de la pègre à Saint-Jean, mais c'était très marginal. C'était pour stigmatiser toute une population qui était bien. » À cause de l'engagement politique très marqué d'une partie de ses membres, la communauté napolitaine eut enduré de terribles persécutions durant la Seconde Guerre mondiale. Parce que les Napolitains de Marseille, les Nabos, étaient considérés comme de mauvais Italiens par les fascistes, la petite Naples phocéenne fut bombardée le 21 juin 1940. Il se dit que cette action militaire fut ordonnée par Mussolini en personne, en guise de punition. Puis, au moment de l'occupation allemande, au début de l'année 1943, le fief des Napolitains de Marseille a été le théâtre d'événements particulièrement tragiques. Dans un communiqué daté du 13 janvier 1943, l'officier allemand Karl Auberg, épaulé par René Bousquet et la police de Vichy, et soutenu par des intellectuels tels l'académicien Louis Gillet, présenta Marseille comme n'étant rien de plus que le chancre de l'Europe, en mettant à l'index le vieux Marseille. Le chef de la Gestapo s'exprima précisément en ces termes. L'autorité allemande veut nettoyer de tous les indésirables les vieux quartiers et les détruire par la mine et le feu. Il annonça ainsi l'opération Sultan. Au final, au lendemain de la rafle de l'Opéra, qui provoqua la déportation de pas moins de 780 juifs, les 23 et 24 janvier 1943, lors de la rafle dite du Vieux-Port, plus de 20 000 habitants de la vieille ville basse furent expulsés manu militari et dépouillés de tous leurs biens. Environ 12 000 d'entre eux furent transférés dans des wagons à bestiaux au camp insalubre de Fréjus. Et 800 personnes de toutes origines et de toutes confessions, dont un nombre important de nabos, déportés dans les camps de concentration.
la police de Vichy étant représentée sur le terrain par environ 10 000 hommes supervisés par les nazis. Ce qui est le plus cruel dans ces terribles événements du début de l'année 1943, c'est bien que les nabots qui ont été victimes d'actes de persécution à caractère raciste de la part des collaborateurs français étaient souvent les fils et ou les petits-fils de valeureux soldats morts pour la France durant la Première Guerre mondiale. Les 2 plaques commémoratives conservées dans l'église Saint-Laurent le prouvent. Les habitations, plus de 1500 immeubles, et les commerces de ces victimes de la vieille ville basse phocéenne, située à la limite du Panier, épargnée par l'opération Sultan, entre la Tourette et la Grand-Rue, furent dynamités par les Allemands du 1er au 19 février 1943. Berceau historique de Marseille, la rive nord de l'actuel Vieux-Port, autour de Saint-Jean et de l'hôtel de ville, est longtemps restée un haut lieu privilégié des pouvoirs politiques et commerciaux de la cité. Elle concentrait l'essentiel de leurs forces vives dans un rapport étroit de proximité. Les vieux palais aristocratiques tutoyaient les modestes habitations populaires, les échoppes artisanales et les hôtels-borgnes, à travers une myriade de ruelles qui s'entrecroisaient et s'étiraient depuis le quai jusqu'au but de l'intérieur. Un fort contingent de Génois s'était déjà mêlé depuis longtemps au Saint-Janinque, lorsqu'à la fin du XIXe siècle, une vague de fonds napolitaine déferla sur le quartier Saint-Jean, qui dès lors prit l'allure d'une petite Naples, soulevant l'hostilité de certains Marseillais contre ce qu'ils considéraient comme une invasion. Pêcheurs et poissonnières, portefaix et porteristes, petits marchands, tous gens de modestes conditions, mais aussi apaches et prostituées, cohabitaient dans cet espace urbain dégradé. La mauvaise réputation du quartier fournit à l'occupant allemand un prétexte pour l'anéantir en 1943. Avec les rafles, son évacuation forcée, puis son dynamitage systématique, l'Allemagne nazie marquait sa prise de pouvoir sur la face du Sud, punissant Marseille, la cosmopolite, la rebelle. Michel Ficetola et Jacques Mouton ont su nous restituer le souvenir vivant des petits métiers et des durs travaux, des joies et des peines quotidiennes, de ces nabots d'hier qui, fuyant une terre natale miséreuse, avaient trouvé dans leur exil phocéen, au pied du Fort Saint-Jean, aux Pierres Plates, à la Tourette, à Saint-Laurent, du Transborder à la Porte d'Aix, la force de devenir les ancêtres directs des Marseillais d'aujourd'hui. Quando fa notte o sole se ne scende, me vene quasi una malinconia. Sotto la finestra io restaria, quando fa notte o sole se ne scende, e o sole mio, stam pronta te, stam pronta te.